Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de machine learning et de deep learning et un peu de son impact en termes de SEO. Alors, je pense que, autant être très clair tout de suite, ça va être peut-être un exposé un petit peu frustrant, parce que c'est un exposé très largement introductif, et vous allez voir que l'impact, il va être sur la fin, sur quelques slides, et je vais vous expliquer un petit peu toute la problématique qu'il va y avoir notamment en SEO par rapport à l'utilisation des méthodes de deep learning par les moteurs de recherche globalement, Google principalement, et les autres aussi, parce qu'il y a plein d'autres moteurs de recherche, naturellement. Alors, ça marche pas. Non plus. Ah. Il y a un bouton. Ah non, ça marche pas. Hein. Ah, ça marche. Donc, qui suis-je? Je suis Sylvain Perronnet, j'aime la plage et les Seychelles. Donc, je suis responsable d'un labo de R&D, d'une nouvelle régie publicitaire qui s'appelle The Machine in the Middle, qui est une régie publicitaire sans tracking, avec des nouveaux algos d'optimisation, même taux de clic que Criteo, sans tracking, chargement 300 millisecondes qui passe à bloc. On sera public à partir de septembre à peu près. Je suis le responsable scientifique de Quant, voilà, et anciennement prof à la fac. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deep learning, et pour parler de deep learning, il faut parler de machine learning, apprentissage automatique. Et donc, on va voir ce que c'est, et vous allez avoir une belle et longue introduction à ce qu'est le machine learning. Donc, le machine learning, ou apprentissage automatique, en fait, c'est parce que je suis trop loin. Ouais. C'est quoi? C'est un ensemble de techniques qui ont plusieurs objectifs, mais les deux objectifs principaux, c'est quoi? C'est la classification et la prédiction. Alors l'année dernière, à cette conférence, qui s'appelait pas encore Performance Web, j'avais déjà mis ces deux petits blocs de texte. La classification, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble les méthodes de classification automatique sont des méthodes qui ont pour objectif de placer des individus dans des classes. Une classe, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques statistiques. La classe des hommes, la classe des femmes, la classe des vieux, la classe des jeunes, etc. etc. Tout ça, ce sont des classes. Et la classification automatique, c'est un problème qui est extrêmement connu, qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines, mais par exemple, en classification automatique, on va typiquement avoir le filtrage de spam. Est-ce qu'une page est du spam ou est-ce qu'une page n'est pas du spam? Et on veut classer les pages. Alors j'ai mis comme analogie ici un petit truc en disant que c'est le bibliothécaire, le classifieur. On a des livres et il faut les classer. Il y a plusieurs méthodes de classement et on va essayer de classer les livres. C'est le problème qu'on veut résoudre. Et en face de la classification, il y a un autre objectif pour le machine learning qui est ce qu'on appelle la prédiction, l'analyse prédictive. Donc l'analyse prédictive, c'est quoi? C'est j'observe les comportements du passé. Alors quand je dis j'observe, c'est l'algorithme observe, c'est pas moi. J'observe les comportements du passé. À partir des comportements du passé, j'essaye de repérer des schémas récurrents qui amènent à certaines issues. Et quand je vois apparaître un début de schéma que je connais déjà dans le présent, je fais une prédiction sur le futur. Alors l'exemple que je donnais l'année dernière, c'est celui de l'accident de voiture. Si une voiture vous double en zigzagant avec un pneu crevé en feu sur l'autoroute, vous faites une prédiction, il va y avoir un accident. Pourquoi vous faites cette prédiction? Pas parce que vous voyez le futur, mais parce que vous savez que vous êtes dans une situation qui amène très souvent, ou qui a très souvent amené dans le passé, à un accident. Et donc vous pouvez faire une prédiction avec une belle probabilité d'avoir raison. Alors ça, c'est vraiment l'astuce du voyant médium bien connu, qui fait des prédictions par rapport à ce qu'il connaît du passé. La classification, la prédiction, c'est en fait la même chose. Sauf que la classification, on va essayer de dire oui ou non un individu est dans une classe, et la prédiction, c'est on va essayer de prédire la probabilité que l'individu soit dans la classe. Mais essentiellement, c'est le même problème. Alors, les méthodes d'apprentissage automatique, alors il y a d'autres choses, hein, il y a du clustering, il y a tout un tas d'autres trucs, mais voilà, on va s'intéresser surtout à la classification et la prédiction. Les méthodes d'apprentissage automatique, elles ont donc vocation à classifier ou à prédire. Et comment elles fonctionnent? Elles prennent en entrée des données, elles analysent ces données, elles construisent, elles repèrent les schémas qui sont récurrents dans les données, et puis avec ça, elles construisent un outil qui va permettre de prédire ou de classifier. Alors les outils en question, ça s'appelle des arbres de décision ou d'autres choses, on ne va pas du tout en parler aujourd'hui. On va voir simplement, on va avoir une belle discussion sur les données et comment on fait, qu'est-ce qu'on regarde, etc. Ici, j'ai des données, j'ai des animaux. D'un côté, j'ai des chats et de l'autre, j'ai des oiseaux. Quand on fait de l'apprentissage automatique, on peut avoir des algorithmes qui sont supervisés. On peut avoir des algorithmes qui sont non supervisés,
Puis après, on peut avoir d'autres types d'algorithmes qu'on va voir un petit peu plus tard. Un algorithme supervisé, c'est quoi? C'est un algorithme qu'on va aider pour qu'il comprenne comment sont les données. Ici, si je suis dans le cadre de l'apprentissage avec supervision, eh bien, je fournis en entrée à la machine qui fait tourner un algorithme des exemples. Ici, je veux classer d'un côté les chats, de l'autre les oiseaux. Je donne à la machine des chats et je dis ça c'est un chat. Puis je lui donne un oiseau, je dis ça c'est un oiseau, ça c'est un chat, ça c'est un oiseau, etc. Donc je lui dis quels sont les objets qu'il faut regarder pour apprendre et je lui donne toutes les caractéristiques de ces objets. Et c'est important. Les caractéristiques, c'est d'abord ce que je veux, un chat ou un oiseau, et ensuite, je dis à la machine, regarde, ça c'est un oiseau, il y a 2 ailes. Ça, c'est un chat, il y a des poils et 2 oreilles, etc., etc. Et donc, je donne, en plus de la sortie que je voudrais, quand je pose la question quel type d'animal c'est, je donne les caractéristiques de l'animal. Donc, je guide la machine en lui disant, voilà un chat, voilà les caractéristiques du chat, voilà un oiseau, voilà ses caractéristiques, etc., etc. Et la machine, ce qu'elle va faire, elle regarde tout ça, et elle apprend, à partir des caractéristiques que je lui ai pointées, et à partir de celles-là seulement, ce qu'est un chat et ce qu'est un oiseau. C'est ce qu'on appelle une feature ou une caractéristique en machine learning. Et une fois qu'on a donné ça, eh bien, on peut avoir un algo qui va être capable de classifier ou de prédire. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais pour l'instant, on s'arrête là. En face de tout ça, il y a des algos qui sont sans supervision. Sans supervision, c'est quelque chose qui paraît tout de suite beaucoup moins intuitif. Sans supervision, c'est que je donne des animaux à la machine, des chats et des oiseaux. Je ne dis pas ce qu'est un chat, je ne dis pas ce qu'est un oiseau. Je ne dis pas les caractéristiques. Je ne guide absolument pas la machine. Mais à la fin, la machine trouve des structures cachées dans les données et me construit 2 groupes, idéalement. Et puis à un moment donné, la machine me dit voilà un groupe, voilà un autre. Et moi j'arrive à ce moment-là et je dis bah, ça c'est un chat, et ça c'est un oiseau. Je nomme un objet de chaque groupe et la machine sait repérer les chats et les oiseaux. Ça paraît bizarre, tout le monde est sceptique. Le deep learning c'est ça. Le deep learning c'est ce que ça fait. C'est on ne donne rien et la machine apprend de la structure cachée des données. Donc on va revenir là-dessus plus tard, parce que c'est ça en fait qui a un vrai impact pour le SEO, pour le futur. Alors je reparle encore, il y a plein de slides sur supervision, pas de supervision. Hein. Quand on est dans un algo avec supervision, on a ce qu'on appelle des étiquettes. Chaque objet possède une étiquette. Une étiquette, c'est cet objet, enfin cet animal, c'est un chat. Cet animal, c'est un oiseau. Puis il y a des étiquettes qui sont des étiquettes des caractéristiques. Il a des oreilles, il a des poils, il a des ailes, il a des griffes, etc., etc. Quand on est dans les algos supervisés, il y a une rétroaction directe. La machine fait une prédiction à chaque fois qu'elle voit un objet. Par exemple, elle me dit « ça c'est un chat ». Et moi je peux lui dire « non, tu te trompes » ou « oui, tu as raison ». Et tout ça, ça permet de faire une prédiction avec des taux d'erreur qui sont généralement assez bons. Les algos supervisés sont utilisés très classiquement. Panda, c'est un algo supervisé. Pingouin aussi. Les équivalents ailleurs, c'est le cas. Les algos anti-spam pour le mail, ils sont supervisés, etc. Ils ont des taux de réussite, généralement, tous ces algos, qui varient entre 80 et 94 ou 95%. Et ce qui est déjà très très bien, c'est exceptionnel. Hein. Mais ils se trompent sur certaines choses, et leur principale limite, c'est que la limite de ce qu'ils sont capables de reconnaître correspond à ce que les humains sont capables de leur donner comme caractéristique. Si moi, je ne comprends pas les données, je ne peux pas apprendre à la machine à les comprendre. Donc, la machine ne peut pas faire mieux qu'un être humain. D'accord ? Et après, les tâches non supervisées, c'est là où il y a des avantages. Il n'y a pas d'étiquette. On ne dit pas à la machine ce qu'elle doit reconnaître. Il n'y a pas de retour. On lui fournit des données et il n'y a pas un retour en permanence. Il y a un retour à un moment donné, puisqu'on fait tourner l'algo pour le confronter à la réalité. Et donc, on a un retour à ce moment-là, mais il n'y a pas un retour... Enfin, il n'y a pas un retour temps réel où on donne un objet, la machine donne une note, on lui donne une réponse et on vérifie la réponse, et etc. etc. Et l'avantage, c'est que les algos recherchent les features cachées. Alors c'est amusant parce que si on parle en termes de SEO, par exemple, il y a une feature cachée en termes de SEO qui est le remplissage de la balise meta-keyword. La balise meta-keyword, elle ne sert à rien en SEO, je pense que tout le monde dans cette salle en est convaincu, en tout cas j'espère. Pourtant, c'est une très bonne caractéristique pour noter la qualité d'une page. Pourquoi ? Parce que quand elle est remplie, et remplie avec du bon français, eh bien, ça veut dire que généralement le site est de qualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui la remplissent, et ces gens qui la remplissent, quand ils le font bien. Et donc c'est un indice de qualité, c'est une feature cachée. En tant que SEO, on ne pense pas à analyser ça, pourtant c'est un indice qu'une page est de qualité. Mais ça ne sert à rien pour le SEO. Voilà. C'est assez troublant, mais voilà, c'est comme ça. Bref, ça c'est le non supervisé. Et puis après, il y a les algos qui fonctionnent par renforcement.
Alors par renforcement, généralement, on est dans des processus de décision. On doit décider, par exemple, quel bouton est le meilleur, le bouton vert, le bouton rouge. On a un algo qui va apprendre quel est le meilleur bouton. On a une notion de récompense. Quand quelqu'un clique sur un bouton, on touche des sous ou on n'en touche pas, parce que par exemple, il achète ou il n'achète pas. Et on va apprendre des actions. Pour tous ceux qui font de l'A/B testing, qui font plusieurs A/B tests de suite, vous êtes exactement dans l'apprentissage par renforcement fait à la main. Si vous faites des bandits manchots, qui sont des méthodes plus évoluées que l'A/B testing, vous faites de l'apprentissage par renforcement de manière totalement automatique, etc. etc. C'est les 3 grandes familles d'algo d'apprentissage. Je le redis encore une fois, parce que j'aime bien me répéter. Supervisé, on apprend des données qui ont été qualifiées à l'avance par des êtres humains. On ne peut pas donc faire mieux que ce que fait un être humain. Très important. On fait apprendre à la machine ce qui est du spam dans une boîte mail ou ce qui est une image pornographique. Par exemple, chez Quant, on a fait un classifieur supervisé pour détecter les contenus adultes, porno. Il a 97,2% de réussite. C'est-à-dire que c'est une barrière, on ne peut pas faire mieux, et il est vraiment impossible de faire mieux. Pourquoi? Parce que les sites qu'on n'arrive pas à reconnaître, même les êtres humains, ont du mal à décider s'ils sont pour adultes ou pas. Parce que c'est des sites avec du texte qui est borderline, ça peut être des blogs, etc., qui sont un peu coquins mais pas trop. Et donc même les gens ont du mal à décider eux-mêmes pour qui c'est éligible. Donc l'approche supervisée, elle est ultra efficace, mais elle est très coûteuse. Il faut une équipe de quality raters pour noter. Par exemple, si vous faites une étude type qualité des sites web, il va falloir que vous ayez des centaines de personnes qui notent tous les sites web. Ça vous coûte très très cher en coût humain. Puis après, il faut que des gens aient bien fait leur travail sur les caractéristiques, il faut du code très lourd, voilà, bref. Donc ça coûte cher à cause de l'humain. Ensuite, vous avez le non supervisé. Le non supervisé, vous découvrez des motifs inconnus dans les données. Le point clé, c'est que vous découvrez des motifs inconnus dans les données. L'être humain, qui regarde ce que fait un classifieur non supervisé, ne peut pas comprendre ce qu'il fait des fois. Donc on ne sait pas comment il prend ses décisions. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise algorithmique, c'est-à-dire que l'algo prend des décisions qu'on n'est pas capable de comprendre. Il y a plein de cas où c'est fait. Quand vous faites du clustering en faisant de la segmentation clientèle en marketing, vous faites du non supervisé. Alors le truc, c'est que généralement, comme vous créez vous-même les données que vous fournissez à la machine, il n'y a pas de structure cachée, parce que vous connaissez toutes les données. Mais vous pourriez avoir des flux de données où vous ne connaissez pas tout, et donc vous avez une structure cachée. Quand vous faites du clustering pour faire de la segmentation clientèle, vous ne connaissez pas les groupes de clients. Vous ne savez pas ce qu'ils partagent comme caractéristiques, pourtant vous faites émerger des groupes à lesquels vous pouvez après envoyer des mails spécialisés pour leur rendre des trucs. Puis le renforcement, c'est la boucle de rétroaction permanente. L'exemple typique qu'on donne, c'est les algos qui apprennent à jouer à un jeu type poker, etc. Et donc ils apprennent au fur et à mesure s'ils jouent bien. Pourquoi? Parce qu'en temps réel, on leur dit t'as perdu, t'as gagné, t'as perdu, t'as gagné, et donc ils savent bien ce qui se passe. L'intuition derrière l'apprentissage par renforcement, c'est l'être humain qui apprend naturellement. Vous apprenez à faire du vélo comment? On vous explique comment faire une fois, vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous tombez, puis à la fin vous tombez plus. C'est de l'apprentissage par renforcement. Il faut éviter de trop tomber, c'est tout. Ok, alors je continue. Et je vous parle de réseau de neurones. Donc là, on rentre dans un truc un peu plus compliqué. Pourquoi on parle de réseau de neurones? Parce que le deep learning, c'est l'empilement de plusieurs réseaux de neurones. Donc avant de vous parler d'empilement de réseaux de neurones, je vous parle de réseau de neurones. Et ici, vous avez une figure qui est un neurone. Alors pourquoi on parle de neurones? Parce qu'on est vraiment dans une vision idéalisée de comment fonctionne, hypothétiquement, un neurone dans un cerveau humain. Alors je dis hypothétiquement parce que le fonctionnement du neurone, c'est quand même si on a une assez bonne idée de ce qui se passe, ça reste quand même un semi-mystère. Un neurone physique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de petites cellules biologiques qui sont reliées les unes aux autres via ce qu'on appelle des axones et qui se transmettent des signaux électriques. D'accord? Et chaque neurone processe les signaux électriques qu'il reçoit pour prendre des décisions et transmet sa décision à d'autres neurones. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que ça consomme beaucoup la majeure partie de l'énergie du corps humain, le cerveau, parce que faire des signaux électriques, ça coûte cher en énergie. Donc il faut beaucoup de sucre pour ça. Alors ici, vous avez quoi? Vous avez un neurone, et ça, c'est l'entrée du neurone. Le neurone, il a des valeurs d'entrée, qui sont des signaux électriques qu'il reçoit. Alors, d'un point de vue mathématique, c'est des nombres, c'est des valeurs numériques, des poids. Ces nombres, elles sont rentrées dans le neurone, ils sont rentrés dans le neurone, et on a ce qu'on appelle des fonctions de combinaison. On peut faire la moyenne des nombres, on peut faire la somme des nombres, on peut faire tout ce qu'on veut. En pratique, on fait des trucs beaucoup plus compliqués. On fait une opération mathématique, et qui donne un résultat. Et après, on prend une décision, parce que le neurone, il prend une décision d'envoyer ou pas un signal. Et la décision, elle est prise comment? Par rapport à la valeur de la fonction de combinaison, généralement par un seuillage. Et c'est ce qu'on appelle une activation d'un neurone. Vous recevez des valeurs,
et puis vous prenez une décision, par exemple, je ne sais pas, imaginons un truc hypothétique, vous recevez des valeurs entre 0 et 100, et vous avez une fonction d'activation qui dit si toutes les valeurs sont supérieures à 80, eh bien moi aussi je renvoie une valeur. Comme ça permet ou supérieur à 50%, 50, ça permet de faire une espèce de fonction de vote, ou ce genre de choses. Et donc le neurone, il peut comme ça avoir des petites fonctions qu'il est capable de réaliser toutes bêtes. Et en fait, un neurone, tout seul, ça fait très très peu de choses. Ça sait faire des sommes, ça sait faire des ou, des et, etc. Mais ça s'arrête là. C'est l'empilement des neurones les uns sur les autres, et le fait qu'ils discutent entre eux, d'une certaine manière, qui permettent de réaliser des tâches beaucoup plus complexes. Et on va voir plus tard, vraiment beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'un réseau de neurones, c'est capable de faire la plupart des tâches qu'un être humain sait faire en moins d'un certain temps. Il y a un slide là-dessus après. Les réseaux de neurones, c'est des méthodes d'apprentissage, ou c'est au cœur de méthodes d'apprentissage, qui peuvent être supervisées ou non supervisées. Si vous forcez l'état final en fonction de l'entrée, si vous dites au neurone ce qu'il doit faire selon ce qu'il reçoit, c'est supervisé, parce que vous le guidez complètement. Les réseaux de neurones, ils sont toujours associés à des algos d'entraînement qui permettent de trouver les poids correspondant à des exemples. On donne des exemples, et le réseau de neurones apprend au fur et à mesure quelles sont les valeurs qu'il doit mettre des poids et des seuils pour les activations, pour que certaines tâches puissent être réalisées. La première fois où les réseaux de neurones ont montré qu'ils étaient vraiment efficaces, c'était pour faire de la reconnaissance de caractères, faire de la lecture de caractères manuscrits. C'est là où les réseaux de neurones ont commencé à bien fonctionner. Les réseaux de neurones, ça date des années 80, grosso modo, et ça a été une impasse totale aux alentours des années 80, pour des raisons calculatoires qui maintenant ont disparu, puisque maintenant on a de la puissance de calcul de manière absolument invraisemblable, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Dans les réseaux de neurones, il y a une notion de rétropropagation. Quand un réseau de neurones se trompe, on peut lui dire, et en fait, il va renvoyer un signal inverse qui va permettre de modifier les poids de tous les endroits où il a pris une mauvaise décision. D'accord ? Donc si un réseau de neurones prend une décision, par exemple, il dit là, je reconnais que je vois un chat, si on lui dit c'est pas vrai, il est capable de remonter en arrière la chaîne de décision qu'il a prise pour dire là, je me suis trompé, donc c'est là où il faut que je modifie mes valeurs. Et après, on peut recommencer, lui donner une deuxième image, et puis il essaye de la reconnaître, etc. Les réseaux de neurones, ils fonctionnent par couche. Il y a une couche de neurones qui discutent entre eux, puis une couche de neurones qui discutent avec la couche du dessus, puis etc., etc. Et on les empile les uns sur les autres. Et il y a une notion d'élagage pour éviter ce qu'on appelle le surapprentissage. Alors ça, c'est le problème, et c'est un truc sur lequel peut-être il faut vous sensibiliser. La plupart des gens croient que plus on a de données, mieux on travaille. C'est complètement faux. C'est vraiment complètement faux. Pourquoi ? Parce que dans un monde idéal, bien sûr, plus on a de données, mieux c'est. Mais dans le monde réel, les données sont bruitées. Il y a toujours des choses qui ont des valeurs qui ne sont pas exactement celles qu'elles devraient être, parce qu'en mesurant, vous vous trompez. Et le problème, c'est que quand on apprend sur trop de données bruitées à la fois, eh bien, on apprend le bruit plus que les vraies données. Et donc on rentre dans un problème qui s'appelle le surapprentissage, qu'il faut éviter. Et donc pour éviter ça, eh bien, il faut moins de données. Et étonnamment, tous les algos d'apprentissage, ils apprennent bien quand on augmente le nombre de données, et au bout d'un moment, ils finissent par apprendre moins bien. Et donc il y a un pic de qualité qu'on ne peut trouver que d'une manière, c'est en pratiquant, puisque le nombre de la quantité de données qui marche, c'est celle qui marche, comme on dit, c'est celle qu'on a testée par l'expérience, et on s'est aperçu qu'elle était suffisante. Alors je vais vous montrer maintenant des exemples d'utilisation de réseaux de neurones. Vous avez peut-être entendu parler de Word2Vec. Oui? Non? Vous avez entendu parler de RankBrain, Hummingbird, etc., tous ces trucs-là. Word2Vec, c'est un nouveau modèle qui a été mis en place par quelqu'un qui s'appelle Mikolov, qui était chez Google à l'époque et qui est maintenant chez Facebook. Il était en stage, je pense en thèse peut-être chez Google, je ne suis pas sûr, mais au moins en stage. Et puis maintenant chez Facebook, il a un poste de chercheur. Et il a créé une nouvelle manière de représenter les mots, les documents en forme de vecteurs grâce à des réseaux de neurones. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, comment fonctionne un moteur de recherche? Quand il fait l'analyse du texte pour déterminer si un texte est pertinent pour une requête, il va créer, le moteur de recherche, une représentation mathématique du texte. Une représentation mathématique, c'est un vecteur. Ce vecteur, grosso modo, si je simplifie, on utilise une métrique qui s'appelle la TF-IDF, qui, grosso modo, va prendre un texte et va utiliser la fréquence d'apparition des mots dans le texte et la fréquence d'apparition des mots dans l'index globalement du moteur pour scorer chaque mot dans le texte. D'accord ? Et ça va me donner un vecteur qui va donner un poids ou un score à chaque mot du texte qui crée le vecteur. Ces vecteurs, avec une mesure de distance qui s'appelle le cosinus de Salton, on peut calculer la distance entre eux, ce qui permet de calculer la distance entre textes, la distance entre texte et requête, et ce qui permet de dire si une requête
à certains textes qui sont pertinents ou pas. Donc ça, c'est le truc standard qui était fait jusqu'il y a quelques années, même très récemment. Avec les réseaux de neurones, il y a des méthodes complètement nouvelles. On a toujours des mots, des textes, ici, The Cardinals will win the World Series. On utilise un réseau de neurones, et ce réseau de neurones va créer des vecteurs qui vont correspondre à chaque mot. À partir du vecteur de chaque mot, dans le document, on va créer un vecteur pour la phrase. Puis on pourrait faire pareil après avec les vecteurs pour les phrases, des vecteurs pour les paragraphes, puis les vecteurs pour les paragraphes, on fait des vecteurs pour les textes, etc. Le truc, c'est qu'avec les réseaux de neurones, on peut faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec la TF-IDF ou toutes les mesures qui étaient fixes, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'apprentissage du contexte. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les mots dans un contexte, indépendamment finalement de leur vraie signification. Alors, c'est pas forcément très clair ce que je veux dire là, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a deux métriques différentes pour faire ça. On a ce qu'on appelle le SEBO, et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je m'en aperçois là, et le skipgram. Les deux sont à la fois proches, mais différents. Le modèle SEBO, qu'est-ce qu'il fait? Il prédit le contenu du trou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dit comme ça, c'est incompréhensible. Oui, je suis désolé. Zlatan, bip, a quitté le PSG. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qu'il faut remplacer dans le bip? Ibrahimovic. Ça, vous le savez parce que vous êtes des êtres humains qui avaient appris que Zlatan Ibrahimovic était un joueur du PSG, etc., etc. L'approche SEBO, avec des réseaux de neurones, elle construit exactement cette connaissance que vous avez, vous. C'est-à-dire que ça apprend la connaissance des mots qu'il faut mettre dans une phrase pour compléter la phrase quand on enlève le mot. D'accord? Alors bien sûr, Zlatan, bip, etc., il y a un seul mot qui est possible. Mais il pourrait y avoir des phrases où il y a plusieurs mots possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui sont synonymes. Et donc, automatiquement, ces méthodes, elles repèrent les synonymes. Elles repèrent les mots qui ont le même sens. Elles repèrent les mots qui vont ensemble, sans avoir à calculer ce qu'on appelle des co-occurrences, sans avoir à calculer les fréquences d'apparition, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, il y a les méthodes skipgram, qui sont utilisées avec les réseaux de neurones aussi, qui sont pour prédire qui sont les voisins. Là, c'est l'inverse. Plutôt que de prédire le trou, c'est là, j'ai un mot, et je veux savoir quels sont les mots que je suis susceptible de retrouver autour. Quels sont les mots que je suis susceptible de retrouver autour de Ibrahimovic? Ça peut être Zlatan, ça peut être foot, ça peut être PSG, etc., etc. Donc là, je la prends dans l'autre sens. Donc les deux approches existent et il y a des algos à base de réseaux de neurones qui font ça, et Word2Vec fait ça avec les deux approches possibles. Word2Vec, vous pouvez trouver l'implémentation sur le web et l'utiliser, il n'y a aucun souci. Et l'approche qui fonctionne le mieux, c'est le skipgram, alors qu'en théorie, ça devrait être l'autre. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre quelque chose sur la langue. C'est intéressant parce qu'on commence à se rapprocher de la vraie sémantique. Avant, les moteurs ne faisaient que de la syntaxe. Avec ça, ils commencent à faire de la sémantique, puisqu'ils regroupent les mots par mots qui ont les mêmes sens, etc. Et ils apprennent vraiment de la donnée humaine le sens, plus que simplement de la donnée statistique. Alors, je continue. Je ne sais pas à quelle heure je dois m'arrêter, en fait. Ah oui, j'ai largement le temps, là. Donc après, ça, c'était les réseaux de neurones et l'application qu'on peut en avoir directement. Et ensuite, on va passer au deep learning, qui est le truc du dessus. Le deep learning, eh bien, autant le réseau de neurones était inspiré du fonctionnement du neurone, eh bien maintenant, le deep learning, c'est quoi? C'est le fonctionnement du cerveau. Un cerveau, c'est quoi? C'est plusieurs neurones qui discutent entre eux. Donc on passe à l'échelle du dessus. Au lieu d'avoir des neurones qui discutent entre eux de manière tout à fait non structurée, on a des blocs de neurones qui travaillent, et c'est les blocs qui discutent entre eux. Donc on a une vision hiérarchique, comme dans le cerveau. Dans le cerveau, vous avez des endroits différents du cerveau qui traitent les choses différemment. Ici, alors bien sûr c'est complètement bidonné, hein, mon dessin, j'ai aucune idée de comment est fabriqué un vrai cerveau, mais ça ne m'empêche pas de faire un dessin et de vous faire croire le contraire. Imaginons que je veuille reconnaître une loutre. Quand je suis un être humain et que je reconnais une loutre, je n'ai pas tous mes neurones qui s'activent en même temps pour reconnaître la loutre. J'ai des neurones qui servent à utiliser mes yeux pour voir quelque chose. Alors, je vais voir des couleurs, etc. Puis ensuite, je vais avoir d'autres neurones qui vont servir à reconnaître des formes. Puis d'autres neurones qui vont savoir à quoi correspondent ces formes. Puis une fois que j'ai vu que c'était un animal, etc., j'ai un autre neurone qui va chercher dans ma mémoire ma connaissance des animaux pour trouver quel est cet animal que je suis en train de voir, etc., etc. C'est pour ça que des fois, quand des gens ont des accidents, on trouve des trucs invraisemblables où les gens ils ont une partie du cerveau qui est complètement flinguée, ils sont capables de tout faire, sauf une tâche très particulière. Par exemple, il y a des gens, il y a un livre d'Oliver Sacks qui est super là-dessus, des gens qui ne savent plus reconnaître leurs femmes, mais reconnaissent toutes les personnes autres, etc., etc. C'est une chose incroyable.
Non, mais et d'ailleurs, ce bouquin est terrifiant, en fait. Et donc, le deep learning, c'est vraiment la même chose. Au lieu d'avoir un seul niveau de lecture des données, ce qu'on fait généralement en informatique, et qui est une belle bêtise, eh bien, on va avoir des traitements différents et une vision des données hiérarchique. C'est-à-dire que quand je regarde une image, moi, je la traite en plusieurs passes dans mon cerveau, sans le savoir. Eh bien, la machine va faire ça aussi. Première chose qu'elle va faire, c'est peut-être regarder tous les pixels pour reconnaître certaines formes. Puis ensuite, deuxième couche, analyser les formes. Puis ensuite, faire matcher ces formes à une base de connaissances. Puis, etc., pour à la fin dire « je reconnais tel objet ». Alors, ça, c'est l'intuition. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, croyez-moi. Par contre, on va voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Jeff Dean, qui est un des cadors de chez Google, qui travaille là-dessus et sur la parallélisation massive, surtout du machine learning. Avant d'être quelqu'un qui fait du machine learning, c'est surtout quelqu'un qui fait des infrastructures très haute performance. Donc l'expérience que lui a, c'est tout ce qu'un humain peut faire en moins de 0,1 seconde est faisable par un réseau profond, donc du deep learning à 10 couches. Donc tout ce que vous êtes capable de faire en 100 millisecondes, la machine peut le faire au moins aussi bien que vous. Voilà. Alors, en vérité, c'est pas tout à fait vrai. Alors, ce qui n'est pas vrai, c'est pas le temps, c'est le nombre de couches. En pratique, il faut en vérité une vingtaine de couches pour faire ça. Mais c'est faisable, puisque la plupart des réseaux de neurones qui sont utilisés dans les exemples que je vais vous montrer là, ils sont à 24 couches. Donc, en fait, tout ce qu'un être humain sait faire en moins de 0,1 seconde, on sait le faire actuellement. Après, quand on veut faire ce qu'un être humain sait faire en 0,2 secondes, il ne faut pas 20 couches ou 40 couches. Il faut 100 ou 150, 0,3 secondes, etc. L'augmentation est exponentielle. Donc, ce qu'un être humain sait faire en un temps très long, c'est très difficile à faire en machine learning avec des réseaux de neurones. Après, il y a d'autres méthodes qui prennent le pas pour imbriquer tout ça. Mais en tout cas, tout ce que vous savez faire rapidement, eh bien, la machine peut le faire au moins aussi bien que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, la reconnaissance des caractères. C'est une tâche qu'on fait de manière instantanée en tant qu'être humain. Bah, la machine peut le faire aussi. Et en fait, la machine bat l'humain très largement sur la reconnaissance des caractères. On peut faire de la reconnaissance des objets. Alors ça, c'est le truc le plus impressionnant. Ici, voilà, ça, c'est des exemples de chez Google, hein, qui reconnaît un mur de briques, qui reconnaît du judo, qui reconnaît un tracteur, etc. etc. L'être humain le fait en moins de 0,1 seconde. La machine sait le faire aussi très bien. Un truc qui est plus amusant, c'est ça. C'est reconnaître le corgi de je ne sais plus quelle espèce du corgi de je ne sais plus quelle autre espèce. Donc ces deux chiens sont différents. C'est pas la même espèce, figurez-vous. Et donc il y a eu une démo et la machine ne se trompe jamais là-dessus, ou quasiment jamais. Alors ça a beaucoup étonné les gens, etc. Alors il faut savoir qu'un expert des chiens, il sait le faire en moins de 0,1 seconde, hein, et donc la machine aussi. Mais bien sûr, quand on est un être humain normal, et pas un expert des corgis, on trouve ça très impressionnant, mais en vérité, c'est pas impressionnant. En tout cas, voilà, on sait. C'est aussi facile pour un expert que de reconnaître les chats et les oiseaux. Hein, voilà. Ah, décidément. Voilà. Alors, après, le problème, c'est si on veut appliquer ça au web, bah, ça paraît pas clair que ce soit faisable. Si je vous demande quelle est la qualité de ces sites web qui sont là, est-ce que vous êtes capable de le faire en plus de 0,1 seconde? Ouais, 5 minutes, ok, je crois que c'est bon. Est-ce que vous êtes capable de le faire en moins de 0,1 seconde? Non, la réponse est non. Nous, on a fait des grosses opérations de quality ratings, la réponse est non. Mais en fait, ça n'a pas d'importance, parce que le moteur, ce qu'il fait, c'est qu'il ne détermine pas la qualité des pages, il les compare entre elles. Et donc, si vous devez comparer deux pages pour les classer, ça, vous le faites en moins de 0,1 seconde, en vérité, sans vous en rendre compte. Et donc, un réseau de neurones peut le faire. Déterminer la qualité d'une page, on ne peut pas vraiment. Déterminer si une page est meilleure qu'une autre, on peut le faire. Ce n'est pas tout à fait le même problème. Hop. Ah oui, j'ai 23 pages encore, c'est bizarre ça. Bon, je vais me mettre là-bas, déjà. Ah, c'est en fait le truc qui ne veut pas. Hein. On va le faire à l'ancienne. Voilà. Alors, l'impact sur le SEO, parce qu'on va y arriver quand même, eh bien, il est là, le vrai impact sur le SEO, c'est la perte de contrôle. Impossible de savoir quelles sont les features utilisées par le deep learning. Si vous avez un algo de ranking au niveau d'un moteur qui fait du deep learning, vous ne saurez pas comment il fait le classement sur les pages. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Personne ne le saura jamais. C'est-à-dire, le seul moyen de savoir, c'est de faire un reverse engineering statistique de l'algo. C'est ce qui se met dans la position des SEO face à Google, par exemple. Et donc, ça n'arrivera pas. Donc, le SEO va devenir plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on ne saura pas quels sont les critères qui fonctionnent vraiment de manière simple.
Autre chose, il y a beaucoup d'erreurs bizarres qui se passent. Pourquoi? Parce que comme on ne sait pas quelles sont les features utilisées, ni les poids associés aux prises de décision, eh bien, il y a des erreurs qui vont arriver et on ne saura pas comment les corriger. Autrement qu'en essayant de faire réapprendre aux algos les choses. Ah bah alors là, c'est... Bravo. Et enfin, l'autre truc, c'est que l'utilisation de ces algos, c'est la voie vers la personnalisation maximale. Si on ne donne pas de limite aux données auxquelles accède l'algo, il apprend à partir de tout ce qu'il a sous les yeux. Et donc, il fera de la personnalisation à outrance, puisqu'il utilisera toutes les features qui permettent d'apprendre le mieux. Alors, voilà ce que je vous l'ai dit. Là, ça change tout. Avant, les SEO ne savaient pas forcément ce que faisait le moteur. Maintenant, le moteur ne saura pas lui-même ce qu'il est en train de faire. C'est ça que ça veut dire. Voilà, et il y a des choses qui sont amusantes. Avant, par exemple, alors vous ne le saviez peut-être pas, le taux de compression d'une page, c'est un très très gros indice de la qualité d'une page, et c'est utilisé par certains moteurs, je ne sais pas, par Google, je ne sais pas, mais par d'autres, je peux vous le dire. C'est utilisé pour déterminer la qualité des pages. Les SEO ne le savent pas, les moteurs le savent. Mais ce genre de critères risque de disparaître au profit d'autres qu'on ne comprendra pas forcément. Et si Amit Singhal a quitté son poste, c'est en partie à cause de ça, pas que, hein, mais il s'est toujours montré en opposition à l'utilisation de ces outils, et comme par hasard, il est parti au moment où ça a été évoqué en termes de mise en place. Ah, je peux l'utiliser maintenant? Non, non. Voilà, alors le deep learning, ça marche généralement assez bien. Ça, c'est des exemples. Voilà, chez Google, un humain, il dit, voilà, moi je vois une petite fille en train de tenir dans ses bras un ours en peluche. Voilà, et vous voyez, ça c'est ce que dit le moteur, une photo de près d'un enfant qui tient un animal en peluche. Voilà, reconnaissance d'objets, reconnaissance de la mer. Et là, on voit les taux d'erreur d'analyse de page selon les méthodes. Et on voit que les méthodes à base de deep learning, elles ont un taux d'erreur de 7%, là où les approches standards, hein, type bag of words, c'est 12%, et la LDA, la LSA, vous voyez, 30%, 16%, etc. Il y a une vraie amélioration de qualité à l'utilisation de ces... Merci. De ces algos. Alors, par contre, il y a des erreurs, des fois. Ici, chez Google, ils reconnaissent un serpent, et là-bas, un chien. Bien sûr, il y a toujours des erreurs. Alors, là, on imagine assez bien de pourquoi ils se trompent, mais des fois, on ne comprendra pas pourquoi. Le vrai truc, c'est que... Bah, c'est pas mal, mes slides, dis donc. C'est que ça coûte très très cher. En fait, on s'en rend pas compte. Ce qui a rendu tout ça possible, c'est pas des avancées théoriques. La théorie, elle existe depuis les années 80, et en fait, un algo de deep learning, ça s'appelle une machine de Boltzmann restreinte. Ça s'appelait comme ça dans les années 80. Et Yann Lequin, qui est chez Facebook, qui est le spécialiste du deep learning, en fait, c'était déjà le sujet de ses recherches dans les années 80 sous un autre nom. Hein. Ce qui rend tout ça possible, c'est le fait que maintenant, on a des machines qui permettent de faire ça. En 2013, le détecteur de chat sur YouTube, il fallait 1000 serveurs pour le faire tourner, avec 16 000 cœurs, ça coûtait $1 million. Les nouvelles architectures plus modernes, elles font la reconnaissance des images beaucoup plus simplement. Par exemple, les reconnaissances d'images qu'on a vues là dans les slides précédents, c'est 144 machines à 2300 cœurs. La différence, c'est que là, c'est du CPU, et là, c'est du GPU, en vérité. Et donc, c'est l'arrivée des GPU qui a permis de faire les choses. Si on regarde le ratio puissance par watt, ou qualité de la reconnaissance par watt utilisé, en vérité, c'est des méthodes qui coûtent une fortune. C'est-à-dire que c'est plus coûteux que n'importe quel autre algo. Parce qu'on dépense une énergie absolument invraisemblable pour faire ça. Mais ça fonctionne bien. Et alors, c'est assez amusant, c'est que ce que le cerveau fait en 0,1 seconde, ça prend à peu près 10 ou 15 watts. Et pour faire la même chose, Google a besoin de centaines de milliers de watts. C'est ça que ça veut dire. Mais Google, Facebook, tout le monde. Voilà. Alors, la conclusion, c'est que ça ne révolutionne pas le SEO. Pourquoi? Parce que le SEO, c'est quoi? C'est correspondre à un ensemble de bonnes pratiques proposées par les moteurs. Il faudra toujours faire du contenu de bonne qualité avec des liens pertinents, etc. Puisque c'est ça le SEO, bien sûr, on le sait tous. Simplement, ceux qui veulent tricher en utilisant leur connaissance du fonctionnement du moteur, eh bien, ils auront plus de mal. Pourquoi? Parce que plus personne ne saura comment ça fonctionne et on aura beaucoup de mal à trouver quelles sont les features que le moteur utilisera pour prendre ses décisions. Peut-être ce sera celle qu'on imagine, peut-être ce sera des features complètement nouvelles et voilà, bah, on saura pas quoi faire. Voilà. Alors, avant de vous demander s'il y a des questions, un petit slide pour faire de la pub pour Que du Web, conférence qui aura lieu à Deauville 8, 9 et 10 juin. N'hésitez pas, les inscriptions sont encore ouvertes. Y a-t-il des questions ?